Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33. Une émission un peu spéciale cette semaine puisque quasi uniquement consacrée à une table ronde à laquelle j'étais convié le 20 mars dernier autour de la question de la création de ce qui allait devenir l'espace Job route de Blagnac. Espace Job qui, rappelons-le, est né d'un mouvement citoyen réunissant associations de quartier des Sept-Deniers, ex-salariés de l'usine papetière Job et acteurs culturels toulousains qui militèrent ensemble contre vents et marées pendant des années pour la création de ce lieu face au scepticisme, voire dans un premier temps au refus pur et simple de la mairie de Toulouse de n'y voir autre chose qu'un programme immobilier de haut standing. Et on commence néanmoins tout de suite par la nouveauté de la semaine. Entre énergie rock et influence puisée dans le jazz contemporain, la musique du trio du guitariste Cyril Bernard ressemble à un jeu de cache-cache entre climat onirique et atmosphère apaisée, effet de manche et fureur free rock. En résulte une musique vivante, forte, syncopée, porté par un trio à l'écoute et en interaction, réunissant aux côtés de Cyril Bernard à la guitare, Louis Navarro à la contrebasse et Jonas Chirouz à la batterie. A noter que ce trio sera ce soir au Taquin à partir de 21h pour fêter comme il se doit la sortie de leur premier album. Cyril Bernard Trio, balade dure, extrait de ce premier album éponyme, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. 2001. Fermeture définitive de l'usine Job. 2011. Ouverture officielle de l'espace Job. Entre ces deux dates, 10 ans d'action militante, de réunions préparatoires, de réflexions architecturales qui ont permis d'arracher à la mairie de Toulouse la création, route de Blagnac, d'un centre culturel original ouvert sur le quartier. Le 20 mars dernier, à l'occasion des 10 ans d'existence de ce lieu unique, était organisée une table ronde pour revenir sur certains aspects de cette histoire. Ce soir, je vous propose d'en écouter de larges extraits. Préparation et enregistrement de cette table ronde par l'association Même Audio, association et plateforme à retrouver sur le net qui est dédiée à la création sonore sous toutes ses formes. Louis Mendez en a assuré la captation sonore et la journaliste Laetitia Delon la présentation et l'animation. Laetitia Delon que l'on retrouve illico tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici de retour à l'espace Job au 7 Deniers à Toulouse pour notre deuxième table ronde en public et à l'occasion de la saison anniversaire de la lutte des Jobs et du collectif Job et de son deuxième temps fort sur le thème du graphe. Cette fois, nous allons parler de la création de ce collectif au lendemain de la fermeture de l'usine en 2001. L'usine qui ferme ses portes après un long combat. Et le quartier qui vivait au rythme des manifestations des Jobs devient silencieux. C'est un choc. Et après, que se passe-t-il pour que nous soyons autour d'une table aujourd'hui dans le bâtiment amiral, sauvegardé et bien vivant? Pour les nouveaux habitants des 7 Deniers, ce bâtiment est une évidence, comme s'il avait toujours été là. Oui, mais tout ça, c'est le fruit d'une lutte qui mélange militantisme, expertise, intelligence collective, mobilisation festive. Parce que Job, c'est aussi un certain sens de la fête. Et c'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui avec mes invités. On commence par Anne Perret, aujourd'hui membre du comité de quartier, ancienne présidente du collectif Job, mais aussi architecte et urbaniste. Autant de casquettes, on le verra, qui ont été décisives pour le combat de ces années 2001-2011. À nos côtés également Bernard Margrat, ancien ouvrier des Jobs, militant CGT, fer de lance du combat pour la sauvegarde de l'usine, puis du collectif Job. Aujourd'hui, mémoire vivante et toujours active de cette histoire de lutte au pluriel. Je vous présente également Philippe Metz, directeur de Musican, l'école des musiques, aujourd'hui installée à Job. Et vous avez, vous aussi, été un acteur actif du combat pour la création de l'espace Job. Avec nous également Jean-Philippe Birac, dit Joe Kangourou, alias Joka, éducateur spécialisé, animateur sur Radio Campus depuis 20 ans et aussi photographe. Vous êtes un peu la mémoire visuelle de ce que fut la friche Job entre la fermeture de l'usine et les travaux de rénovation, c'est-à-dire un haut lieu du graphe. Vous nous raconterez tout ça. Enfin, l'incontournable Marcel Martin, vous avez été président du comité de quartier pendant de très longues années. Ici, tout le monde vous connaît à peu près. Et vous avez été de toutes les luttes, y compris bien sûr celle du collectif Job. Vous nous raconterez vos souvenirs et vos anecdotes. Vous l'aurez compris, nous sommes en présence du canal historique de ce combat. Et pour nous mettre en son et en musique cette émission, nous sommes avec Luis Mendes de l'association Même Audio qui est aux manettes à la régie. Merci Luis. On va se replacer en avril 2001, l'usine ferme.
Mais déjà, des liens ont été noués entre les habitants et les salariés de Job et ils vont se resserrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là, Anne Perret ? À ce moment-là, c'est le fait que les habitants se demandent ce qui va se passer, ce qui va arriver sur cet endroit et qu'ils considèrent que ce grand espace ne peut pas être simplement donné aux promoteurs. On a aussi déjà réfléchi au fait que l'apport d'habitants nouveaux, ce qui manque dans le quartier, enfin voilà. Donc on réfléchit à la fois à comment changer cet endroit et pas dans une promotion immobilière stricte. Et on rencontre en même temps, et c'est ça qui va être le démarrage, on va rencontrer les salariés de Job qui sont installés dans un petit local rue Franz Schubert et qui, eux, aussi se sont mis en situation de reconversion. Et on se dit ensemble qu'on ne peut pas laisser passer ça, qu'il faut faire quelque chose. Alors, effectivement, la rue Franz Schubert, c'est un peu le QG de cette lutte. C'est le siège, je crois, de l'association Après Job. Qui vient à ce QG ? Qui est là ? Qui est présent ? Marcel ? Alors, il y a de très nombreuses personnes qui sont là. Moi, je voudrais citer quand même Chantal, en particulier. Il y avait Michel Folk, qui était du comité de quartier. Il y avait Françoise Latil. C'était des habitants ? C'était des habitants du quartier. Michel était un adhérent du comité de quartier des Sept-Deniers, mais enfin, qui habitait depuis très très longtemps les Sept-Deniers. Et justement, en parlant de temps, c'est pour qu'on se représente cette époque-là, vous réunissiez tous les combien ? Vous étiez... Anne ? Ouais. 2 fois par semaine, au moins. On se réunissait, oui, au moins 1 fois par semaine. Et il y avait en effet pas mal d'habitants du quartier. Donc, qui sont venus spontanément, régulièrement, mais il y avait aussi, c'était le local des Jobs, donc on était invités à ce local et au fur et à mesure, on construisait les questions et puis les actions. D'accord. Philippe Metz, dans cette histoire. Il se trouve que Musical cherchait des nouveaux locaux. C'était un espèce de serpent de mer qu'on essayait d'attraper depuis des années, puisqu'on était à l'Étroit, rue Casanova, près de la place Armand Bernard. Et puis un jour, j'ai eu un coup de fil d'un camarade qui me dit « Mais attends, Et puis ça commençait à bruisser autour de ce bâtiment Job. Il commençait à y avoir des velléités de projet, l'université, tout ça. Et puis une autre fois, c'est en fait, j'avais Philippe Gall dans la maison, qui est un joueur de vibraphone et qui a sa maison juste là en face. Et donc je suis allé le voir à lui, puisque à l'époque il était aussi chez nous, et on discute. Et puis sur le pas de sa porte, je dis Banco, écoute, il faut qu'on vienne ici. Du coup, il m'a présenté Anne. Je me rappelle, on est allé manger à Victor Hugo. Il me dit mais attention, ici il n'y a pas de directeur. C'est les habitants qui prennent le bâtiment, c'est les anciens ouvriers, c'est tout ça. Et puis voilà, et puis c'était parti. C'était parti, justement, c'était quand vous dites qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de pouvoir, c'est une négociation politique. Comment ça se passe ? Moi, j'ai bien aimé ça, et d'ailleurs, ça a été retranscrit dans le livre Enquête de Job, où effectivement, je ne sais plus qui c'est qui disait, mais c'est très étrange ce mouvement, parce qu'il n'y a pas de leader. Et donc c'est ce qu'on a essayé de tenir, c'est ce qu'on a finalement tenu, je crois. Et même si évidemment, autour de la table, on n'y est pas pour rien dans cette histoire. Mais voilà, c'est une revendication à l'époque, on parlait pas d'horizontalité, de tout ça. Moi, j'arrivais avec mes histoires d'éducation populaire, pareil. C'était pas des concepts qui étaient très très en vogue. Et puis petit à petit, intelligence collective, enfin des choses comme ça. Petit à petit, ça a pris. Comme d'ailleurs ou par ailleurs dans d'autres endroits, quoi. Mais cette horizontalité tellement chérie est tellement importante, et aussi peut-être la fin d'une façon de faire des choses avec des grosses organisations.
Bon, à part la CGT qu'on sait toujours bien faire quand même, mais Justement, voilà, enfin, je sais pas, il y a ouais. eu des choses comme ça. Et puis surtout aussi, je dirais une énergie dans ce quartier à nul autre pareil, quoi. Où par exemple on dit tiens, la revendication forte là, incontournable, c'est la piscine. Ou à un moment donné, alors je sais pas, vous allez en parler tout à l'heure, mais comme les outils de lutte, c'est là aujourd'hui d'ailleurs on peut fêter le rugby, je crois qu'il y a une actualité un peu chaude. Et nous on a bloqué des arrivées de matchs de rugby à Toulouse, des choses comme ça. Après. Bernard Margrat, comment vous vivez cette époque 2001? Si on se replace en 2001, l'usine a fermé, vous avez été fer de lance, je le disais en introduction, de ce combat. Un autre combat s'engage. Comment vous vivez ce combat-là avec les habitants, les liens qui se sont resserrés? Déjà, nous, syndicats, salariés, on se sent légitime, on se sent fort. On a voulu fermer l'usine et nous, on voulait la sauver. Si on se replace en 2001 sur vraiment l'usine a fermé, on est rue Schubert et il se passe autre chose. Là, vous êtes CGT toujours, vous êtes ancien ouvrier, puis il y a d'autres gens qui arrivent, qui ont aussi un autre projet. Vous construisez quelque chose avec eux. Est-ce que pour vous, c'est finalement une continuation bien sûr. Simple et logique de cette histoire? Oui, absolument, et même essentielle. Mais le départ, c'est comment l'entreprise doit être dépecée. C'est ces promoteurs qui arrivent. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que quel est le projet à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un projet, il y a un projet immobilier? Quel est-il? Là, on l'avait, le projet, quand il y avait 6 hectares de terrain. Et le liquidateur, qui est devenu, on va dire, pas un ami, mais vraiment très sympathique avec nous et très constructif, nous fait voir le plan de ce qui allait se passer. Donc, il y avait des maisons partout. Et là, on a... quelques-uns disaient, il faut ce bâtiment, parce qu'il faut bien voir que nous, salariés, on ne voyait pas le bâtiment. On y passait devant, mais il n'avait pas l'apparence qu'il a aujourd'hui. Il était caché par d'autres... Et c'est une personne de la DRAC, parce qu'on voulait faire un livre pour raconter notre lutte, nous dit, mais ce bâtiment, il faudrait le garder. Et moi, le syndicat disait, le bâtiment, on va sauver les hommes, parce que toute cette industrie est cassée. Et donc, mais c'est au travers de la lutte pour les salariés, les procès, parce que la lutte a duré jusqu'en 2006 et plus, parce qu'en parallèle du bâtiment, il y avait... les droits sociaux, on a mis des patrons en prison, on a trouvé des plans sociaux pour... voilà. Si je reviens, justement, donc vous parlez du projet immobilier, Anne Perret, qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là sur l'avenir du bâtiment et du site? Et ce qui est prévu, c'est que ce lieu soit vendu, et soit vendu aussi à vil prix. L'avenir, c'est une densification forte. Déjà, c'est une destruction des bâtiments, y compris du bâtiment amiral dans lequel on est, et une densification forte, sans aucun équipement. Et c'est aussi le fait que la ville ne prend pas en compte du tout ces nouvelles densifications et laisse les promoteurs privés à la construction de ce site. D'accord. Marcel, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, simplement pour rappeler quand même d'un point de vue historique, dès décembre 2000, avec cet animé, le comité de quartier, nous rencontrons M. Pex, maire de quartier et conseiller général à l'époque. Et comme il n'y avait rien du tout, sinon la mairie annexe avec la petite salle qui avait été faite après bagarre, on disait qu'il n'y avait rien dans le quartier. Et avec cet animé et le comité de quartier, on a dit, mais il y a une opportunité pour le bâtiment Job, dans le cadre du bâtiment Job, de faire quelque chose. Et on a proposé ça donc à M. Pex, qui n'a pas été contre. Mais il a dit, ouais, mais ça ne se fait pas comme ça, quoi. Et nous, on a dit, on part là-dessus. Et donc, nous, en tant que comité de quartier, nous avons écrit au ministère de l'Environnement, on a écrit au préfet, à la mairie, au conseil régional et au conseil général. Voilà. Alors c'est parti de là. C'était le lancement, le tout début d'un nouveau projet social, culturel, citoyen qui allait s'engager. On va voir aussi comment l'art s'est invité dans la lutte, à la fois dans le bâtiment mais aussi autour. Alors Jean-Philippe Birac, pendant que les têtes pensantes et actives du collectif Job se réunissaient rue Schubert pour inventer un autre avenir sur le bâtiment et dans le quartier,
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ici, là où nous sommes, dans ce bâtiment qui est en friche ? Alors, il va s'y passer deux choses. Donc, quelque chose qui va être lié au graphe, je vais y revenir dans 2 minutes. Mais il y avait également un squat qui était installé ici, un squat d'habitation qui s'appelait la dacha. Il était ici, ou il était juste à côté dans juste derrière. La maison du directeur, non ? Juste derrière. Et ce qui fait que dans ce collectif-là, il y avait un certain nombre de gens qui vivaient sur place. Il y a eu aussi un certain nombre d'artistes qui ont travaillé là, qui ont fait des concerts. Et il y avait aussi des graffeurs. Et c'est vrai qu'il y a eu toute cette surface comme terrain de jeu qui était proposé à ces gens qui commençaient à graffer là, parce qu'il faut quand même se rappeler que dans les années 1995-2000, il y a eu un certain nombre d'arrêtés municipaux qui ont fait en sorte que le graphe soit sorti du centre-ville. Jusque dans les années 1990-1995, il y avait du graphe partout à Toulouse. Il y avait les premiers Miss Van, on les a vus rue Saint-Rome. Il y avait 2 galeries qui étaient organisées de manière pérenne, rue du Coq d'Inde et rue Gramont. Arnaud Bernard pour la rue Gramont, du côté de la rue des Filatiers pour la rue du Coq d'Inde, où là, les graffeurs pouvaient venir taguer, vous pouvez venir peindre leurs fresques, qui étaient renouvelées régulièrement. Bon, il y avait une organisation plus ou moins faite, même si on en voyait partout ailleurs. Et à partir de 95, il y a eu un certain nombre de décrets qui ont fait que le graphe, petit à petit, est sorti à la périphérie de la ville. Il y a eu des murs le long du canal qui sont encore d'ailleurs un terrain de jeu pour les graffeurs toulousains. Mais on les a vus de plus en plus du côté de Ginestou. Il y avait aussi des murs qui étaient utilisés à ce moment-là. Donc il y a eu Job. Et Job, c'était un terrain quand même assez fabuleux. Et petit à petit, entre 2001 et 2003, tous les murs ont été recouverts. Intérieur, extérieur, il y en a eu partout. Bon, avec la casse qu'il y a eu en même temps, et c'est vrai que sur les derniers temps, quand on venait ici pour voir les dernières œuvres des graffeurs toulousains, on marchait sur plein de morceaux de verre, tout avait été cassé, mais il y avait des choses magnifiques, avec des gens qui ont continué à leurs œuvres ici, ou qui les ont commencées. Il y a eu un gros collectif qui s'appelle le Cercle Fermé, c'était son terrain de jeu favori, avec des gens qu'on continue à découvrir à Toulouse. Il y avait Miss Van est venue ici, Kat est venue ici, Tilt a tagué, a fait aussi des choses ici, Réseau, il y avait Site, il y avait Corail. Oui, Corail d'ailleurs qui dit c'était une galerie underground à ciel ouvert. Ah mais oui, complètement. Et alors galerie, c'est aussi le mot, parce qu'il y a eu des choses assez rigolotes. Le week-end ici, c'était un peu la promenade de certaines familles qui venaient voir un peu, comme on va à un musée, qui venaient voir ce qu'il y avait sur les murs. Et c'est vrai que j'étais éducateur spécialisé, j'avais un labo photo dans le boulot, et je venais avec des jeunes ici faire des photos qu'on développait après le reste de la semaine. Le dimanche, je venais ici pour repérer les choses qu'on allait prendre en photo avec les gosses dans la semaine d'après. Et c'est vrai que quand je venais ici, je n'étais pas tout seul. Il y avait toujours une dizaine de personnes qui venaient voir avec les enfants les peintures. Et c'est vrai que c'était une galerie de peinture. Et c'est vrai que l'école toulousaine de graphe est reconnue. Il y a plein de gens qui en sont sortis, qui exposent un peu partout maintenant sur la planète. Mais c'est vrai que ça a été un sacré terrain de jeu, d'expérimentation. Je parlais tout à l'heure du Cercle Fermé. C'était des grandes fresques où il y avait 4 ou 5 graffeurs qui intervenaient sur ces fresques-là. Il y a eu des choses qui sont magnifiques. Malheureusement pour le graphe, c'est des choses très éphémères. Donc il y a guère que... J'allais vous dire qu'est-ce qui reste de tout ça, parce que des photos. Voilà, vous avez pris beaucoup de photos, je crois. Il reste des photos. Moi, pour ma part, j'ai un millier de clichés de cette époque-là, donc sur 2001, de 2001 à 2003. Mais il y avait plein de gens qui faisaient des photos, des vidéos. Il reste ça. Il reste que ça. Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y avait des choses assez extraordinaires, que ce soit au niveau du dessin ou du graphisme, puisque quelqu'un comme Réseau travaillait surtout sur le graphisme, le lettrage, sur les effets de perspective. Enfin, vraiment, il y a eu des choses assez étonnantes sur les couleurs. Bon, moi, je bossais avec des gosses de 14 à 16 ans.
la couleur, c'était quelque chose qui les émerveillait. Et puis quelqu'un comme Corail avait ces espèces de fresques qui dessinaient des choses, on aurait dit des pinces de crabe qui étaient à la queue leu-leu, c'était mystérieux, il y avait des environnements assez magiques, et qu'on va sans doute retrouver à l'ancienne maison de la peinture du côté de l'avenue Silvio Trentin, qui a fermé, qui s'est installé ailleurs, et là, pour fêter leur départ, ils laissent toute leur surface aux graffeurs, et je crois que tout le mois d'avril, il va y avoir des expos là-bas. On va pouvoir retrouver cette ambiance-là dans un nouveau numéro de leur festival qui s'appelle Mr. Freeze. On va pouvoir retrouver ça pendant un mois, mais c'est vrai que c'était magique, Job, à ce moment-là. Il y avait une vie diurne et nocturne, du coup. Oui, il y avait des graphes qui se faisaient la nuit, et puis dans la journée aussi. Dans la journée aussi, il y avait des choses. Et dans la nuit également. Marcel, en tant qu'habitant du quartier, justement, voir l'usine comme ça, ouverte aux graphes, etc., comment vous le perceviez, vous, en tant qu'habitant ? Est-ce que vous aviez aussi quand même des craintes par rapport à l'avenir de ce lieu ? Oui, c'est clair qu'on avait des craintes par rapport à ce lieu. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une belle bataille que nous avons menée, c'est-à-dire tous ensemble. C'est-à-dire la sauvegarde du bâtiment Job. Alors, mais il faut reconnaître. C'était par rapport, je disais, est-ce qu'il y avait une inquiétude par rapport à l'occupation, on va dire, des lieux, voilà, parce que pour les graffeurs, c'était le paradis, pour les habitants, peut-être un peu moins. Tout à fait. Et par contre, ce qui a été un petit peu le prémisse, c'est que nous avons vu quand même, comme le disait notre ami précédent, c'est que les habitants, mais pas que les habitants des Sept-Deniers. Il y a des personnes qui venaient de Blagnac, il y a des personnes qui venaient des Amidoniers, qui venaient des Minimes, des Ponts-Jumeaux, et qui venaient justement visiter. Et ça a donné un certain tempo à la démarche que nous avons eue par la suite. Expliquer pourquoi nous voulions sauvegarder le bâtiment Job, pour en faire un lieu de culture, d'éducation populaire et de, je dirais, faciliter à l'ensemble des habitants de Toulouse de partager justement cette culture. Philippe Mess, vous vouliez rajouter ? Il faut quand même souligner là une espèce d'indigence de la politique culturelle de cette ville. C'est pas un gros mot de le dire, depuis quand même très très longtemps. C'est-à-dire qu'au même moment où on était, la ville de Toulouse avait installé des friches culturelles, soi-disant. Tu vois, tu te rappelles ? Oui. Et il a fallu que je la retrouve. Enfin, c'est moi qui en ai d'ailleurs trouvé une. Il se trouve que c'était aussi une histoire d'imprimeur. C'était une ancienne imprimerie. C'était à Ernest Renan, tu te rappelles, Bernard ? Et alors qu'on parlait partout des nouveaux territoires de l'art, des friches culturelles, machin, tout ça. Dans Toulouse, non, on n'y arrive pas, on repère pas les choses. Mix Art Mairie, non, ils sont un peu turbulents, là, on va pas les... Et puis alors, ici, non, il y a personne qui, vous voyez, enfin, c'est très bizarre, et on le fait, on l'institutionnalise, c'est tout et rien, voilà, donc, il y a un truc bizarre, là, qui se passe, quoi, quand même. Et donc, en fin de compte, aussi, il y a cette rébellion aussi qui est quand même toujours là, il y a cette résistance qui est quand même toujours là, et c'est vrai qu'il y a une convergence entre ce combat pour la musique, pour aussi nos valeurs à nous, et un peu la lutte des jobs et des habitants. C'est-à-dire que tout ça a convergé. Tout le monde parle de convergence, mais il y a peu d'endroits où on y arrive. Ici, on y est arrivé. Tu vois, il me semble un peu qu'il y a des phénomènes comme ça. Et c'est vrai que c'est une convergence sauvage. Je veux dire, la mairie de Toulouse est arrivée là, mais de force. Elle n'est pas du tout à l'initiative de ce projet-là. Et non. Quel que soit le projet culturel un peu décalé qu'il y a à Toulouse, je parle de la grainerie, je parle de l'usine, de Mix Art Mairie. Il faut voir ce que devient Mix Art Mairie actuellement. La mairie de Toulouse y est arrivée de force. Mais elle n'est jamais à l'initiative. Qui était maire à l'époque, quand on commençait à lui dire, on était réunis au Capitole entre acteurs culturels, on parlait justement de cette histoire de friche industrielle, et il disait non, oui, je sais bien que l'histoire de Job, oui, mais bon, c'est impropre à la culture, on a fait des études, ça ne marchera jamais. Et les gens, même des gauchistes, j'allais dire, des camarades, me disaient, mais non, mais Philippe, vous allez jamais y arriver là-bas, avec Pex, tout ça. Enfin, c'était Bernard, il peut en parler politiquement. C'était une droite lourde et installée depuis longtemps au Capitole. On n'avait pas pouvoir bouger ça, quoi. Alors justement, on va continuer à parler de cette histoire. On est à l'espace Job. On vous raconte l'histoire de ce bâtiment, son projet culturel et citoyen. Caramel.
Alors, on va revenir au projet du collectif. On est en 2003-2004, on est toujours rue Schubert. Et là, Anne, avec l'ensemble des personnes qui composent ce collectif, vous structurez un projet qui est pensé en 3 pôles, je crois. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors, je ne pense pas qu'on a fait ça de cette façon-là du tout. Ça veut dire que le projet, il s'est fait en marchant, vraiment. Et il s'est fait avec les gens qui étaient là, il s'est fait au fur et à mesure. C'était joyeux aussi, parce qu'on parle de la vie nocturne du bâtiment. C'était aussi un endroit où vraiment on débattait. Et franchement, au début, on ne savait pas du tout où on allait. Donc, on s'est d'abord dit, ce bâtiment, il a une valeur. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il avait une valeur, qu'il fallait qu'on le protège, qu'il fallait pas qu'il soit détruit. C'était la première chose. Et puis, à partir de là, on s'est dit, mais il faut qu'on ait un projet. Il faut qu'on ait un projet pour qu'il puisse vivre, parce que sinon, comme le disait Philippe, il n'était pas question. On nous a dit clairement qu'il n'était pas question qu'on le garde. On l'a gardé ensuite en disant que de toute façon, ça serait au promoteur d'y faire quelque chose dedans. Donc, on a avancé au fur et à mesure. Et à chaque fois, des fois, on était aussi complètement démoralisés. On se disait, bon... Et puis, à chaque fois, dans cet endroit qui était quand même... Il n'y avait pas que nous, il y avait des gens qui venaient tout le temps. Il y avait des acteurs culturels, parce que... Il y a la question de ces friches aussi, ce que ça peut vouloir dire. Donc, il y a plein de gens qui s'intéressaient à ça, qui venaient. Il y avait aussi des acteurs politiques qui venaient aussi. Donc, c'était la somme de tous ces gens-là qui, au fur et à mesure, à chaque fois, à chaque réunion, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus rien faire. Si, on va faire ça, et on va faire une action, et on va dire qu'on ne veut pas ça. Voilà. Donc, structuré en 3 pôles, j'ai un peu de mal, même c'est si ce qu'on a écrit dans le livre Job cette denier. Ça s'appelle de la réinterprétation. Non, mais je pense que c'était avec les archives, avec l'école d'archives. Oui, bien sûr. C'est ça, parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup de compétences. Quand je présente ça comme ça, c'est aussi une manière de dire que certes, vous étiez là à vous réunir. On pourrait parler d'un petit groupuscule qui avance des petites idées comme ça. Non, c'est pas. Certes, mais au bout d'un moment, il y a de l'expertise. Voilà, c'est très structuré. Et vous êtes tous, en fait, vous avez tous vos compétences, habitants, architectes, salariés de job. C'est ça qui est intéressant et qui est assez, je trouve, en tout cas assez unique, assez particulier. Et c'est ce qui a mené, je pense, et je pense qu'on est tous à peu près d'accord, à la réussite de ce projet. Complètement. Donc c'est vrai qu'il y a la compétence, disons, expert, parce que finalement, les experts, c'est pas toujours des méchants. Et donc, la compétence experte, elle était, par exemple, de mon côté, sur les questions urbaines, sur les questions aussi patrimoniales, sur la façon dont on pouvait avancer sur un projet. Donc, cette question de construire un projet, on était plusieurs à la porter. Ce que a amené aussi Philippe, c'est une programmation musicale et une capacité à trouver dans cet endroit un programme. Ce qu'ont amené beaucoup les salariés de Job aussi, c'était une manière de lutter. Ça veut dire, nous, on n'est pas... Moi, j'étais plutôt experte de lutter en écrivant des choses. Et finalement, on a bien vu à un moment donné que ce n'était pas du tout suffisant. Donc, cette expertise qui dit, on va faire des actions, on va être visible, on va les monter de telle façon, ça nous a permis, de croiser ça. Et en effet, je pense que c'est de là qu'on l'a fait. Après, la question de la structuration, elle s'est faite en fonction des gens. Il y a aussi, par exemple, des gens de la région qui sont venus, des élus qui ont aussi amené une expertise sur comment amener les choses, Donc, j'en oublie certainement, mais c'était un lieu où on pouvait mélanger ces compétences. Pour que les nouveaux habitants comprennent, ce qui était prévu au départ, c'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que la place n'existait pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous, justement, vous avez proposé, vous avez amené de manière physique, géographique ?
Ah oui, alors c'est vrai que la question de la place et la constitution d'un lieu commun pour le quartier, c'est quelque chose de très important, puisque ce qui était prévu, c'est que ça soit finalement un îlot un peu clos d'habitat, et ça changeait. Finalement, ça structurait rien pour le quartier, c'était simplement une densification faite comme ça. Donc, le fait d'y réfléchir, je me rappelle que M. Chollet, qui était notre adjoint référent, disait qu'il ne voyait pas du tout, il disait on ne va pas faire une place comme le Capitole, ça va servir à rien, ça ne va jamais marcher. Donc, on a préfiguré, on a fait des actions de préfiguration, plusieurs actions de préfiguration, et notamment, on a dessiné cette place. On l'a fait vivre en s'y installant, en amenant musical dessus. Donc, on a créé les conditions pour que tout le monde se dise, ben oui, cette place, elle serait bien là, et puis elle existe. Jusqu'au marché aussi. Jusqu'au marché. Ouais. Et finalement, ça a été à la mairie d'essayer de ramer un peu derrière pour dire, on n'a jamais prévu ça, alors que tout le monde pensait que finalement, cette place, elle existait. Alors, moi, je voulais dire qu'au-delà de la compétence qu'a amenée Anne, le centre de recherche de la rue Franz Schubert a amené la conception de l'organisation d'un marché. Et ça s'est déroulé en janvier 2004. Et il y a eu près de 1500 personnes qui sont venues. Et à partir de ce moment-là... C'était un marché clandestin. Pardon ? C'était un marché clandestin. Un marché, je dirais, impromptu. Impromptu. Défendu. Et de nombreux hommes politiques, c'est-à-dire, y compris M. Chollet, mais il y avait les conseillers des généraux à l'époque, Fabre, conseillers régionaux, etc., sont venus et se sont rendus compte de dire, mais ces gens, ils réfléchissent et ils amènent ici près de 1500 personnes. Et ça a été, je dirais, une espèce de petite étincelle que nous avons ravivée après constamment par les actions que nous avons menées ensuite. Pour défendre votre projet, vous mobilisez et vous mobilisez des artistes. Il y a aussi quand même un fort soutien à ce moment-là. Est-ce que Philippe Metz voulait nous en dire un petit mot ? Ouais, c'est-à-dire que on arrive à les embarquer quand il y a des choses très très précises, quand il y a des choses qui les touchent, et puis il y avait aussi il y a la mémoire, quoi. Je veux dire, ici c'est parce qu'il y a eu les jobs à un moment donné, que les élus, que les artistes, que la ville entière, de toute façon toute la ville en parle, comme disait l'autre, comment dire, sensible à cette histoire-là, quoi. Donc je me rappelle Martin Malvy qui était terrassé par l'histoire parce qu'on est quand même dans les années 2000, quoi. C'est quand même le chômage qui arrive, c'est quand même la désindustrialisation, c'est quand même tout ça, quoi. Donc il était terrassé lui par cette histoire-là. Et Job, même le nom même Job porte ça, quoi. Donc évidemment, bon, Musical a aussi un côté militant. Musical, c'est aussi une façon d'engager la culture, je dirais, pas seulement en faisant ces petits orchestres, ces petits ateliers, en venant jouer et repartir. Et on a joué, ça a matché, quoi. Ça a matché quand on voit les photos de cette grande manif qu'on a organisée depuis la place Arnaud Bernard. Le 1er juillet 2004, vous organisez une grande manifestation, un grand cortège qui part d'Arnaud Bernard, et il y a encore et qui vient jusqu'à ici, donc il y a quand même déjà il faut y aller, quoi, parce que c'est loin, et ça a bloqué les rocades, et ça et donc je me rappelle bien dans la rue Franz Schubert où effectivement on se réunissait, il a fallu quand même, et on a mis quelques heures pour y arriver, que la banderole qu'on met en début de cortège puisse avoir une signification. Bernard, il la connaît par cœur, il va nous le dire tout à l'heure, mais ce qui était formidable, si vous voulez, c'est que je ne sais pas s'il y a un équivalent, il y en aura peut-être un maintenant avec les choses malheureuses qui se passent dans le monde, mais où des habitants ou des gens d'une ville militent et font une manif pour un lieu culturel citoyen. C'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, alors évidemment, on connaît des bagarres culturelles quand il y a des désastres dans des lieux, comme il y a eu, mais qu'il y ait dans la rue, qu'on marche dans les rues, qu'on fasse une manifestation avec et des artistes et des habitants et des associations, enfin tout ce qui s'est passé là, c'est vrai que c'était assez inédit, quoi. Et donc
Ça a pu prendre parce que ça partait d'Arnaud Bernard. Jean-Philippe Birac. Oui, ce qui est quand même assez passionnant avec cette histoire de Job, c'est cette rencontre entre des habitants du quartier, quand même l'histoire ouvrière, des artistes. On va dire que sur le papier, on pouvait se poser la question de comment allait pouvoir sortir un projet de cette rencontre-là, parce qu'il n'y avait pas que des gauchistes dans les gens qui étaient autour de Job, et je suppose que ça a dû ronfler à certains moments dans les réunions, parce que les options politiques n'étaient pas forcément les mêmes. N'empêche qu'à un moment donné, cette réunion-là autour de la préservation d'un lieu pour en faire un lieu culturel, c'est quand même assez passionnant et assez unique à Toulouse. Et cette histoire de manif de juillet de 2004, enfin, il y avait des musiciens partout, il y avait une fanfare énorme, ça faisait un boucan d'enfer. Enfin, il y avait de la joie, il y avait du chahut dans cette manif-là. Mais c'est vrai que cette rencontre-là est assez unique à Toulouse, entre le mouvement ouvrier, une vie de quartier et des acteurs culturels. Et on était convoqués le lendemain au Capitole pour se faire engueuler. Parce qu'il voulait, il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est écrit dans les bouquins, tout ça. Il y a ce rapport de force. Il y avait un rapport de force. Et ça, c'est très très important. Alors, c'est pas une force musclée, c'est pas une force qui fait mal, c'est pas une force violente, mais il y a du rapport de force. Et Bernard nous disait clairement, c'est un des adages, je crois, de la Bible de la CGT, c'est les élus, de toute façon, ou tu les sers, ou ils te craignent. Et donc voilà, on a choisi notre camp, camarades. Vous confirmez, Bernard ? Absolument, j'adore tous ces témoignages. Mais, comment dire, vraiment, on était à une charnière d'histoire. On le vérifie aujourd'hui. Il fallait que Job disparaisse, soit rasé. Et nous, on a compris par d'autres, comme je disais à la DRAC, c'est que Job était emblématique, même architecturellement, puisque Toulouse, tout ce qui n'était pas brique était rasé. Et donc là, il était en béton blanc. Et donc, les cultureux nous disent il faut garder ce bâtiment. Mais après, il fallait y mettre de la vie. Il a même été, par la Chambre de commerce et d'industrie, proposé que ça soit un centre pour l'emploi. L'université aussi, à un moment. Ouais. Bon. Et donc, nous, on n'a pas marché sur ça. Et il fallait vraiment quelque chose. Et la musique, c'est vrai, on est allé la chercher. Et la manif qui a été... Voilà, je veux dire qu'à chaque action était portée par quelque chose d'emblématique. Il fallait que ça ait du sens. Et c'est qu'il faut que ça continue comme ça. Ça, c'est une des leçons du combat. C'est le projet pour et pas contre. C'est-à-dire que vous aviez en main quelque chose, pas de clé en main, mais c'était structuré. C'était pas on est contre vos propositions à la mairie et que sais-je. C'était nous, on vous amène quelque chose, voilà, et on se bat pour ça parce qu'on estime que ça a du sens. Et d'ailleurs, là, ça me donne l'occasion de parler de ce mot politique. Les gens en ont peur. Moi, on me dit, Job est perçu politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on a été agressés tout le temps. Mais au lieu de... Qu'est-ce qu'on a fait ? On a transformé, on a démocratisé, on a fait des projets, on a porté, et on continue. Mais encore, on continue à nous attaquer. Ce qui veut dire que la démocratie est en jeu ici. Et la démocratie, c'est quoi ? C'est la citoyenneté, c'est quoi ? C'est l'emploi, le loisir, c'est le transport, c'est le logement. Et tout ça, ici, c'est représenté dans le collectif Job par les associations diverses. Et c'est pour ça qu'on nous agresse et qu'en même temps, si nous, on répond, on est politique de gauche ou je sais pas quoi, on est cégétiste et tout ça. Voilà. Donc ça me plaît de vous le dire parce que j'en ai marre d'entendre ça. Dites-le, Bernard. Alors, on s'approche de la dernière partie de l'émission où on va arriver justement à l'aboutissement de ce projet de l'espace Job. Et on va d'abord écouter une chanson que vous connaissez bien ici, Le bateau amiral, de Jean-Paul Pujol. Sa carcasse massive surgit du limon de la Garonne. Vestige de la splendeur de l'industrie papetière toulousaine et du savoir-faire des anciens ouvriers de Job, le paquebot amiral nous attend pour explorer des mondes nouveaux. Embarquement immédiat. Entre canal et rivière est une île en bout de terre où un bateau reste à quai en attendant la marée. Sur le paquebot amiral, on remontera la Garonne. Sur le paquebot amiral, on découvrira le monde. Dans le quartier des Sept Deniers,
l'usine vient de fermer. Après des années de combat, c'est un chêne qu'on abat. Sur le paquebot amiral, on remontera la Garonne. Sur le paquebot amiral, on découvrira le monde. Les habitants du quartier, derrière eux les ouvriers, ont voulu sauver de la casse le bâtiment le plus classe. Sur le paquebot amiral, on remontera la Garonne. Sur le paquebot amiral, on découvrira le monde. Alors Anne Perret, les choses vont finir par se débloquer à un moment donné du côté des politiques qui vous entendent. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ça s'est passé ? Je pense qu'en effet, la manifestation dont a été on vient de décisive. parler a été assez décisive, mais les choses n'avançaient pas. On nous a dit, oui, d'accord, on va faire quelque chose de ce bâtiment, mais ça ne se passait pas. Donc, c'est à ce moment-là, on a produit une programmation, on a raconté, on a dessiné comment le bâtiment pourrait être, etc. Donc, là aussi, une nouvelle fois, on a déposé un projet qui tenait la route parce qu'il y avait des gens autour qui pouvaient mettre en place les mètres carrés, etc. Donc, une fois qu'il y a eu ces éléments-là, la ville a décidé... Vous avez exposé, je crois, des éléments tangibles avec des plans. Alors, on l'a fait de cette façon-là. On l'a fait aussi à travers des étudiants de l'école d'architecture qui ont travaillé sur des projets, mais qui étaient des projets utopiques. Il n'était pas question d'impliquer l'école dans la lutte. Mais par contre, de montrer qu'il y avait des choses possibles de différentes façons. Donc, il y a eu des expositions, il y a eu des débats au Puerto Habana. Voilà. Donc, on a avancé sur une programmation. Une fois qu'on a dit on veut que ça se passe là. Et ensuite, on a dit, voilà une programmation qui est possible, voilà qui pourrait rentrer dans le bâtiment. Donc, Pardon Anne, est-ce qu'on peut quand même rajouter Philippe qu'on Metz. s'approche à ce moment-là d'élections municipales, que y compris le directeur de l'école d'archi est inquiété parce que comment que c'est possible, comment on peut faire travailler des étudiants là, enfin je veux dire, ça commençait à être chaud quoi quand même. Et puis, il y a eu quand même ce que le collectif Job a pu mener au niveau de l'information. Il y a eu, la presse a été sollicitée énormément à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé comme à avoir... pendant le COPA des Jobs, la presse a toujours été... On a commencé à donner avoir... de nom, mais même... Et c'est vrai que la presse a commencé à sortir des articles en parlant de ce que ça pouvait être, en donnant un peu les pistes qui étaient montrées par le collectif Job. Et c'est vrai que quand Philippe disait tout à l'heure, la ville en parlait, à un moment donné, la ville en parlait. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et c'est vrai que ça a été fait de manière assez intelligente. Effectivement, à un moment donné, le collectif s'est donné les moyens un peu de son projet et de comment mobiliser les gens en dehors du quartier. Marcel Martin ? Je dirais que après le marché, au mois de février 2004, quand nous sommes allés porter avec Bernard le projet qu'avait conçu notre amie Anne, le problème n'était plus il faut ou il ne faut pas. Le problème, c'était qu'il y avait un projet clair, net et précis. Derrière, il y avait comme disaient Philippe et Jean-Philippe, il y avait derrière des actions politiques qui se menaient, y compris entre le conseil régional et la municipalité de Toulouse. Et ça devenait un enjeu. Le maire de l'époque, c'était qui ? Le maire de l'époque. Oui, le bâtiment. Non, le département, je disais aussi. Le département aussi, oui. Le maire de l'époque, c'était qui ? Ça avait été Douste Blazy, et quand il a été nommé ministre, c'est Jean-Luc Moudin qui a pris la suite. Et je dois le dire ici, quelques semaines avant le 5 avril 2005, M. Moudin, avec toute son équipe d'urbanistes, avait dit il n'y aura rien à Job. Et nous, on s'est levés unanimement et nous avons dit il y aura quelque chose à Job et on sauvegardera le bâtiment. Il faut quand même lui rendre hommage qu'avant qu'on ait l'arrivée de Cohen, c'est quand même sur cette fin de mandat remplaçant Douste Blazy qu'il a donné son accord. Tout à fait. Mais parce que le projet était réfléchi
il avait de la consistance et il avait une certaine unanimité, y compris même de la part de M. Chollet, parce que Bernard peut le dire, on était tous les deux lorsqu'on lui a déposé, il est resté sans voix. Il a dit « Ah ben, c'est un bon document ». Alors, oui, Jean-Philippe. Oui, après, il faut pas oublier un événement quand même qui permet à Job de pouvoir dire on a une assise sur laquelle s'accrocher. Il y a quand même la sauvegarde du bâtiment. Et à un moment donné, il y a quand même ça qui arrive. Le ministère des Affaires culturelles qui dit le protège. ce bâtiment est protégé. Alors Anne Perret n'est pas d'accord. C'est pas une vraie protection. Il n'est pas inscrit. Il est labellisé patrimoine du XXe siècle. Donc il y a eu cette bataille avec en effet la DRAC pour arriver à une inscription qui aurait été quelque chose de plus fort. Et il y a eu une négociation avec la ville de Toulouse qui a permis une labellisation. Ça veut dire on reconnaît ce bâtiment, mais par contre on laisse des marges de manœuvre pour intervenir dessus. Une inscription, c'est quelque chose de plus restrictif. Ça fait partie, en tout cas, des éléments qui ont été médiatisés et qui ont rendu ce bâtiment important. Ce qui était important, ce que tu dis, c'est le fait qu'on lui reconnaisse aussi une valeur en termes de patrimoine architectural, mais aussi une valeur en termes de patrimoine social. Et c'est là qu'on joue une nouvelle carte, c'est qu'on connaît, quand on rénove des bâtiments et qu'on les installe, on connaît les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Ben nous, on s'est de suite mis en maître d'usage. C'est-à-dire que nous, on savait qu'on allait y aller, on savait qu'on allait y entrer. Et donc, on a bataillé, y compris en cachette avec les archis, pour dessiner les choses et les imaginer à ce qu'elles soient fonctionnelles et à ce qu'il puisse y avoir la vie qu'on a réussi à installer depuis. Voilà. Justement, donc, il y a un oui pour la rénovation de ce bâtiment, il y a un projet architectural, je crois que c'est Jean-Manuel Puig, c'est ça, qui est l'architecte. Quels sont vos liens avec lui ? Est-ce que vous êtes en lien avec lui en permanence ou est-ce que... Oui, voilà. Théoriquement, non, mais il y avait quand même une capacité. On a vu les plans, voilà. Pardon, l'autre bagarre, c'est le socioculturel qui avait la main mise sur tout le reste, quoi. Les associations étaient moins, justement, avaient moins la parole que. Continuez, Anne, parce que faut aussi nous décrire ce bâtiment. Il y a une piscine, mais est-ce que c'était prévu au départ ? Enfin voilà, est-ce que. Alors la piscine, en fait, ça a été une sorte de c'est ça la construction au fil de l'eau. C'est que l'ancien, c'est le cas de le dire. La négociation. C'était l'ancien adjoint au maire, voulait qu'il y ait une piscine puisqu'il était adjoint au sport aussi. Et on a repris finalement dans le programme. On s'est dit, nous on a proposé un programme qui était à la fois culturel mais aussi sportif parce que on avait envie d'un bâtiment qui puisse accueillir des gens de catégories très différentes. Et finalement, la piscine dans cet immense endroit pouvait être... ça faisait partie du programme, mais qu'on n'avait pas imaginé au départ, mais d'un programme qu'on a repris parce que ça nous semblait intéressant et que ça pouvait aussi mixer les personnes qui étaient en capacité de se trouver à cet endroit. D'accord. En parallèle aussi, il y a le programme immobilier qui se développe. Est-ce qu'il se développe ? Est-ce que vous avez des liens justement avec le promoteur ? Je crois que c'est Monsieur Belin, entre autres peut-être. Oui. Voilà. Comment ça se passe ? Est-ce que ça correspond Belin, on s'en est occupé syndicalement. Parce que je peux vous dire que parmi les travailleurs, on avait les moyens de faire de l'image. Et Belin, on a eu des réunions très solides. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer comment on s'est parlé. Mais je crois qu'au final, il était content. Écoutez, il fallait être con quand même, en tant que promoteur, de ne pas vouloir garder un bâtiment culturel au milieu d'habitat. Parce que qu'est-ce qui a fait l'attrait de l'habitat ici et qu'est-ce qui en fait le prix aujourd'hui ? C'est le fait qu'il y a un espace culturel. Et tout l'habitat des Sept-Denis a changé grâce à cette action. Voilà. Tout l'habitat, et oui, effectivement, des nouveaux habitants arrivent. Il y a une vie nouvelle qui se crée autour de ce bâtiment. Et donc, M. Belin a pris le livre de Job, parce qu'on a fait un premier livre, vous savez qu'il y en a 3. Et c'est pas un livre écrit par un auteur, c'est partagé. C'est un livre écrit à plusieurs chaque fois. Donc, M. Belin, voyant qu'il ne pouvait pas il pouvait pas gagner du fric avec les maisons, et puis c'était un trio de constructeurs quand même. Oui, ils étaient censés être les plus moralement, etc. Bon, et donc il a pris le livre de Job et sa secrétaire m'a dit un jour, il s'en sert de livre de chevet. Et tout de suite après, il est devenu
fervent défenseur de Job. Et il a voulu inaugurer son action de bâtiment. On a imposé 30% de logements sociaux quand même. Oui, tout à fait. Mais par la lutte, par vraiment des débats très forts. Et il a voulu inaugurer sur la digue, là-haut, avec un chapiteau digne des Mille et Nuits, quoi, je sais pas, enfin, des trucs superbes. Et il dit, voilà, tout ce qu'on a fait. Et puis, vous voyez, même l'architecture des bâtiments a été liée à l'architecture des maisons, je veux dire, et des bâtiments. Et donc là, on s'est dit, ben merde, il va réussir l'exploit de raconter l'histoire à sa façon. Il s'approprie, il a tout inventé, et nous, on est les pauvres salariés, là, les cons là, de l'histoire. Et donc, on a écrit Enquête de Job, dans lequel on décrit comment les choses se sont faites. Alors, Enquête de Job. Tout ça aboutit à un grand moment, ce grand moment qui est dans toutes les mémoires et qui est le 1er octobre 2011, avec une inauguration qui a vraiment marqué l'histoire du quartier. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Anne Perret ? Alors, cette inauguration, c'est pareil, on y a réfléchi quelques mois avant, avec l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait finalement de toute cette lutte. On était ensemble, mais on n'était pas construits en collectif, avec des statuts, etc. C'était une série de personnes qui étaient ensemble et qui menaient. Et on s'est dit que tout ce travail qui avait été mené et toutes ces implications, ce que ça avait aussi, ce que ça avait construit comme citoyenneté, il fallait le prolonger. Et c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi à la façon dont on pouvait porter un projet qui pouvait aussi non seulement amener ce bâtiment à exister, mais aussi à rentrer dedans et à continuer à construire ça. Et donc l'inauguration, c'est ce moment clé où on affirme à travers cette grande fête qu'on est en capacité de porter un mouvement populaire, de porter un lieu socioculturel, de parler de social, de parler de culturel, comme de musique. Et donc c'est une construction qui vient affirmer ça, alors qu'on n'est pas encore une association, alors que personne nous donne un blanc-seing. Au contraire, on nous dit on fait ce bâtiment, mais vous n'allez pas y être dedans. Et le fait de faire cette grande inauguration, où les politiques finalement aussi viennent, c'était une démonstration une fois de plus. Oui, c'était un grand moment en rouge et blanc. C'est plus qu'une rue, plus qu'un quartier là, dans cette histoire-là. Oui. Syndicalement, ce qui s'est passé, industriellement, tout ce qui s'est passé, c'est que aussi devait fermer, Bolloré veut vendre aussi Saint-Giron. Et nous, syndicalement, on était unis dans l'industrie papetière et du livre pour défendre l'industrie. Mais on voulait faire. Et puis on a une usine en Ariège qui s'appelle l'Orb Saint-Araï, c'est l'entreprise Bergès, où on a un musée. Nous avons, les salariés ont créé un musée de la papeterie. Et il s'agit de dire, on ferme les industries, mais on ne veut pas que ça meure, il faut que ça devienne culturel, y compris le musée d'Aristide Bergès à l'Orbe Saint-Araï, et que tout le monde aille vers Job, pour que Job, qui ne peut pas garder un musée ici, ce n'est pas possible, mais qui puisse être culturellement l'aboutissement l'emblématique de tout ça, qui disent l'industrie ne peut pas disparaître. Voilà. Je voudrais juste rajouter que dans le sillage de ce qui vient d'être dit, ce que disait Bernard, et donc du coup il a fallu raconter une histoire, et du coup c'est là que la culture s'en mêle. On dit à Éric Larraine, Éric, il faut que tu viennes avec nous, on va aller à l'Orbe, machin, ça. Et donc oui, parce que l'histoire du papier, s'il y a au moins une industrie à Toulouse, à part l'aéronautique qui était forte, c'était l'industrie papetière. Et l'industrie papetière, c'est des arbres qui sont coupés en Ariège, qui descendent le long de la Garonne, qui arrivent éventuellement ici, qui sont dépecés, etc., ils sont sûrement en pâte. Bon. Et donc, donc il est venu, et il y a effectivement à l'Orbe Saint-Araï ce fameux musée, et de la papeterie et de la communication, puisque évidemment, le papier, c'est après ce qui fait communiquer, c'est après, bon. Et alors, du coup, on a raconté toute une histoire, et en fait, c'est un être qui a été abattu là-haut, on a fait un film, on a fait un ciné-concert, donc je crois que c'est ça aussi qui est, aujourd'hui tout le monde le dit, mais bon, l'histoire d'une narration
narration, quoi. Histoire de se raconter une histoire, sur l'histoire, d'essayer quand même d'identifier la vraie histoire, je dirais, qu'ont vécu les gens. Et effectivement, quand il se dit autour de la table que jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il y a eu? Cet animé n'avait pas voix au chapitre. La MJC, on nous a demandé d'intégrer une MJC qui n'était pas dans la lutte au début, et qui était aussi autour de la famille Peck, tout ça, parce que les MJC sont un enjeu fort, on va dire, pour la culture, bien sûr, mais enfin aussi pour un peu la politique. Et du coup, ils ont rajouté cette MJC qui finalement donc a été installée ici, mais pareil, où il n'y a pas eu voix au chapitre pour aller négocier avec les architectes. Et là-haut, pour ce qui est de l'école, la piscine, c'était verrouillé par le service des sports. Et là-haut, donc l'école de musique, la chance qu'on a eue, c'est que les bétons étaient pourris et qu'à un moment donné, donc j'étais effectivement assez proche des archis, ils me disent bon ben dessine-moi ton école, quoi. Vous voyez. Donc là, ça a été quand même formidable, quoi. Qu'on a pu effectivement imaginer. Et on avait même réussi, puisque donc entre-temps la gauche avec Pierre Cohen prend le Capitole, et donc on a même réussi à installer Anne, qui est une espèce de gageur au niveau architectural. On a réussi à faire installer un studio d'enregistrement qu'on avait justement à la Friche Ernest Renan, alors que les travaux étaient déjà largement lancés. Je voudrais juste rajouter une dernière petite anecdote pour montrer à quel point on n'était vraiment pas les invités du lieu, quoi. Jusqu'au dernier moment, on était, je me rappelle, en train de faire également dans la cité Madrid, on faisait régulièrement des fêtes, enfin, je veux dire, on a fait tout. 7 à la ronde. Ça s'appelait 7 à la ronde, ouais. Et le maire de quartier vient de dire, mais attendez, pour l'instant, on ne sait même pas si Musical va y rentrer, hein, parce qu'il y a d'autres écoles de musique, donc on fait un appel d'offres, ce qui est la loi française, hein, ce qui est tout à fait légitime. On fait un appel d'offres, et donc ils ont essayé à ce qu'il y ait plein de gens qui évidemment postulent, sauf qu'on était juste 2 à postuler, le conservatoire et nous-mêmes. Et juste, c'est à la fin de l'anecdote, pardon d'être un peu, mais donc après, des mois après, parce qu'ils écrivent rarement, l'administration, ils écrivent rarement. Ils nous convoquent pour nous dire quand même que bon, ça y est, c'était nous qui étions pris là-dessus. Et il y a un des élus qui, juste comme tout le monde se lève et tout le monde s'en va, qui dit « Attendez, monsieur Bretz, là, qu'on n'ait pas à vous appeler Brutus !» Voilà. Oui, dire quand même l'ambiance, quoi. Oui, mais c'est une action voulue aussi, que ça soit Musical qui viennent ici, on est allé chercher là-bas. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. La politique a donc abondé. Marcel Martin, Marcel, vous vouliez dire un petit mot ? Oui, simplement, je dirais que l'inauguration de Job, du bâtiment Job, je pense que c'est la reconnaissance par l'ensemble des élus municipaux, régionaux et départementaux de la capacité que nous avions, d'une part, à mobiliser tous ces habitants, et au-delà des habitants des Sept-Deniers, mais en plus, cette capacité à pouvoir organiser et s'organiser. Alors, la lutte a profondément marqué de nombreuses personnes du quartier. Je cite Bertrand Boyot, directeur de la MJC des Ponts Jumeaux de 2009 à 2013. Job m'a vacciné contre le virus de la peur et du renoncement. C'est une histoire avec ses gentils et ses méchants, ses héros aventuriers et ses promoteurs immobiliers qui s'étripent joyeusement sur le destin d'une usine à papier devenue emblème de la culture populaire. Et à la fin, vous savez quoi ? On gagne. Qu'est-ce qui reste pour vous de cette lutte, Anne Perret ? Il était bercé dans le ballon. Plein de choses. Je trouve que Bertrand raconte ça très bien. Y croire, peut-être, quand on a un projet ? Oui, ou comment dire... Je pense que c'est quelque chose que Chantal trouvait pas bien et que moi je pense important. C'est que moi je pense que le chemin est aussi important que ce à quoi on arrive. Donc moi je pense que ce chemin-là, c'est la façon dont on l'a construit, c'est source d'enseignement. Voilà, plus finalement que le résultat. Donc cette manière d'arriver à construire des choses ensemble. Là, je pense qu'il y a pas mal d'enseignements sur la question de la coopération, de la citoyenneté, de la capacité à écouter, à négocier. Voilà. Moi, c'est ce chemin-là plutôt que je retiens, plutôt que, même si évidemment, je suis ravie que ce bâtiment existe. Gagner, c'est quand même la joie. Il n'y a pas de lutte sans joie. Si c'est morose, c'est foutu. Et les gens n'adhèrent qu'à des choses qui gagnent.
Donc il y a intérêt de gagner. Regardez hier le rugby. Bon, je ne suis pas rugbyman, mais j'ai vu que des gens étaient heureux. Donc la société, je pense, toulousaine et ailleurs, et même syndicalement, nationalement, et encore, le collectif Job est perçu à la CGT comme une expérience. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres à Bordeaux. Là. Ils ont une usine qui ferme et ils ont monté une association avec d'anciens syndicalistes et ils veulent relancer l'usine. Donc gagner, c'est important. Parce qu'on gagne par rapport à des méchants, quand même. Il faut bien dire ça. On a des prédateurs. Ouais. Et si on se laisse manger et qu'on se plaint, ben c'est trop tard. Anne Perret, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui. Quand même, je pense que ce qui est important et peut-être qui fait aussi que aujourd'hui je suis heureuse de tout ce qui s'est passé, c'est que le projet n'est pas mort. Le projet continue, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, il y a un comité de délégués qui organise aussi un débat, une citoyenneté qui ressemble à ce qui a été fait avant. Donc je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que ces éléments-là persistent à travers ce qui peut se passer aujourd'hui dans le bâtiment, même si c'est toujours aussi compliqué, je pense. Marcel Martin, le mot de la fin. Simplement, moi je dirais que l'action qui a été menée par les associations et les habitants, c'est un gros galet blanc qui marque le futur de ceux qui prennent la suite. Voilà, c'est tout. Merci à vous 5 de nous avoir raconté cette lutte joyeuse, inventive, festive, acharnée, militante, audacieuse, innovante, qui nous a fait nous réunir ici aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine table ronde où il sera justement question de l'aujourd'hui et de demain à Job. Quel présent, quel avenir ? Je termine avec cette citation de Frédéric Martin, auteur du livre En quête de Job, qui est cité dans le livre, qui est toujours en vente d'ailleurs, Job 7 deniers, de l'usine à l'espace citoyen. Ce que nous raconte cette histoire, c'est qu'il faut trouver des solutions plutôt que poser des problèmes, ne jamais partir battu, même quand tout semble hautement compromis, ne pas renoncer donc. À bientôt, Job. Ghost Rider, motorcycle hero. Billy, 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 looking so cute. Standing around in the blue jumpsuit. Ghost Rider. Motorcycle hero. Billy, 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 blazing away. Like a star in the universe.
brothers. Voilà les filles, Caramel Mou, c'est quasi terminé pour aujourd'hui. Nous sommes en train d'écouter Ghost Rider, vieux morceau du groupe Suicide, revisité par le guitariste Bruno Zarn, qui en fait une longue chevauchée épique d'une trentaine de minutes. Eh bien, figurez-vous que Bruno Zarn jouera et chantera ce poème rock demain soir au Taquin, à partir de 21h, prestation qui sera suivie d'un concert du groupe Host. De bonnes et excellentes raisons d'aller demain soir donc au Taquin à partir de 21h. Dans quelques minutes, retour de John Little et de son incredible Little by Little Wicked Show. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct avec des musiciennes du groupe Wax Me. À la semaine prochaine, salut les filles.